Salutations, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans cette première vidéo avis Plib 2020 de la chaîne. Comme vous le voyez derrière moi, j'ai un nouveau décor puisque je suis en plein déménagement. Je suis toujours en train de vendre des livres sur mon compte Vinted et pas que. Donc s'il y a des choses qui vous intéressent, je vous laisse mon compte en barre d'infos. Je vends tous mes livres de poche à 2 € et je fais pour l'instant 4+1 gratuit. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse. Moi aujourd'hui je voulais vraiment revenir vous parler pour vous donner mon avis sur le premier livre des 5 finalistes. Donc c'est pas le premier que j'ai lu, c'est celui que je viens de terminer aujourd'hui. Il s'agit des Brumes de Cendrelune, écrit par Georgia Caldera et publié aux éditions J'ai lu. C'est le 4e livre des 5 finalistes que je lis et je voulais au départ vous faire une vidéo sur, dans l'ordre chronologique en fait dans lesquels je les avais lus. Et en fait pour tout vous avouer, là je viens de finir le tome 2 des Brumes de Cendrelune et j'avais vraiment envie de partager ça en vidéo avec vous. Ça devenait un petit peu urgent. Donc je me suis dit c'est bon, je vais me planter ici. J'ai tourné une autre vidéo avant et je vais profiter du décor pour vous faire cette vidéo sur cette première vidéo finalement Plib de l'année. Avant de commencer, je voulais vraiment remercier les éditions d'avoir permis aux jurés et aux membres de l'équipe du Plib d'avoir le tome 1 en e-book. C'est comme ça que j'ai découvert l'histoire et c'est comme ça que du coup j'ai pu acheter le tome 2 aussi. Hein, voilà, j'y viendrai un peu plus tard dans la vidéo. Mais donc merci beaucoup aux éditions J'ai lu de nous avoir fourni l'e-book. Dans les Brumes de Cendrelune, nous sommes dans un univers dystopique du style young adulte. Les personnages évoluent dans ce qu'on appelle la cité d'acier. Donc ça porte assez bien son nom. Hein. Tous les bâtiments sont des bâtiments faits en métal. Les maisons, les immeubles, les tours, tout est fait en métal. Et la nature a, de ce que j'ai moi en tout cas retenu de l'univers, complètement disparu. En tout cas dans la ville il n'y a rien du tout. La pluie ne tombe même plus, il n'y a plus d'eau, on utilise des nappes phréatiques, c'est extrêmement rare quand on peut avoir de l'eau. Et donc en fait ce qui tombe en permanence du ciel, une espèce de brume de cendre, enfin un truc un peu dégueu, qui en fait tombe en permanence du ciel et donc il faut balayer les rues, etc. Et donc voilà un peu dans quel contexte évoluent nos personnages. Nos personnages évoluent dans ce monde où il n'y a pas de nature, ça veut dire que la nourriture qui est mangée va être synthétique, produite dans des usines de production avec des céréales synthétiques, avec une espèce de bouillie un peu dégueulasse. Voilà, ça donne pas très envie, mais ils ont connu que ça toute leur vie, donc voilà. Je suis désolée, j'ai pris des notes hein, comme d'habitude, donc je voulais écrire en fait quelques notes en me disant c'est bon, je vais écrire 2-3 trucs, et en fait j'ai quand même écrit tout ça. Dans cet univers, je disais la nourriture synthétique, et on comprend en fait que les dieux régissent le monde, et on comprend assez rapidement dans l'histoire qu'ils sont revenus sur Terre parce que les humains ont merdé. Voilà, donc c'est un peu l'impression qu'on a, qu'on sous-entend et qu'on finit par comprendre. On se dit ah, il y a eu un problème quelque part, et donc les humains ont bien eu besoin que quelqu'un vienne redresser la barre, et Orion, qui est le maître des dieux, est redescendu avec il a créé, il a fondé, il a fondu, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, il a moulé 10 enfants, voilà. Toute une lignée de dieux qui gouvernent le pays, qui gouvernent le monde. Et on peut pas dire que ce soit des dieux très sympas, hein, justement. Les dieux sont tout puissants, les dieux sont cruels. Orion a la capacité de lire dans les esprits de tous les sujets, ce qui veut dire que dès qu'il y a une révolte qui peut gronder, dès que quelqu'un a un propos un petit peu déplacé ou une pensée un petit peu séditieuse, on lui coupe l'herbe sous le pied et il envoie son ombre, comme il l'appelle. C'est un personnage qui va être développé plus tard dans le récit, qui est là en fait pour faire respecter. C'est un exécuteur, c'est le pouvoir exécutif de l'empereur. Il s'occupe d'arrêter les familles qui sont suspectées de troubles, et il les condamne au supplice, avec toute une cérémonie tous les dimanches où les gens se font arrêter, ils se font tuer, ils se font embrocher sur des pics en métal sur la place publique. C'est trop sympa comme univers.
Donc ça c'était pour Orion, qui donc est tout puissant, qui est cruel, mais ses enfants sont pas mieux. On a par exemple son premier fils qui s'appelle Héphaïstos et qui procède à la mutilation et au rapiècement des humains. Donc quand quelqu'un va à l'encontre des dieux ou formule une pensée qui pourrait être divergente finalement, soit la personne est tuée, soit Orion décide qu'elle se fait rapiécer et donc on lui coupe des membres, des morceaux de corps et on les remplace par des prothèses métalliques qui sont créées par le maître créateur qui se charge dans ses ateliers de rapiécer les humains en faisant en sorte que ces rapiécés sont surveillés de manière encore plus étroite par Orion par une espèce d'enchantement qui est intégré dans les pièces qu'on leur fournit et qui se rattachent à leurs membres initiaux. Comme ça ils sont encore plus surveillés et ils sont encore plus sur la sellette. Voilà. Donc c'est pas un monde dans lequel moi j'ai envie de vivre personnellement, hein. Mais c'est le monde dans lequel évolue Céphise. Céphise qui est une jeune femme qui a vu sa famille se faire arrêter de manière tout à fait injuste, justement un de ces fameux dimanches. La petite fille, bon elle avait une quinzaine d'années je crois, elle a 14-15 ans à ce moment là, elle est pas contente clairement. L'ombre est accompagnée de la garde, arrête ses parents se font tuer, le petit frère se fait enlever et du coup elle, parce que son père s'est révolté, elle se fait rapiécer. Ouais, trop cool. Et donc c'est ce personnage là qu'on va voir évoluer 4 ou 5 ans plus tard, donc elle a presque 18 ans. C'est une élève de l'académie des arts, parce que forcément les dieux ont une cour et donc ils cherchent à avoir des distractions. Donc il y a des humains, l'aristocratie est là pour les distraire, il y a des orchestres, Céphise par exemple, elle joue du violon. Voilà, donc en fait il y a une académie des arts pour former les personnes qui seront chargées par la suite d'intégrer les prestigieux orchestres destinés à jouer pour le plaisir des dieux. Donc voilà dans quel monde elle évolue. Il va sans dire qu'elle déteste cordialement l'ombre, puisque c'est la personne qui a arrêté et tué ses parents et qui a aussi emmené son petit frère se faire dézinguer dans la garde impériale, parce qu'il y a tout un processus que je vous laisserai découvrir dans le bouquin. Voilà, qui est pas terrible. Ça c'est donc notre personnage principal, c'est Céphise. Un autre personnage principal masculin, je vais pas vous en dire beaucoup parce qu'au début du roman on n'en sait pas trop sur lui, c'est Verlaine qui est notre personnage masculin, notre protagoniste masculin. Voilà, je vais pas m'étendre là-dessus parce que vraiment au début on n'en sait pas grand chose et je trouve que c'est important de découvrir un petit peu qui il est et son histoire, etc. Je vais pas vous détailler ça maintenant. Ce que je vous ai dit sur Céphise, en fait on l'apprend dans les 10 premières pages, donc c'était pas trop grave. Maintenant Verlaine, ça va prendre un peu plus de temps pour le découvrir. Et on va suivre aussi de temps en temps des personnages qui servent l'univers, qui servent l'histoire de Georgia Caldera, mais qui ne sont pas là en tant que personnage narrateur. Ça veut dire quand on a un autre personnage que Verlaine ou Céphise, on a un narrateur omniscient. Voilà, quand on parle de l'Orient, je crois, quand on parle de Olympe, dans le tome 2, quand on en a d'autres, je crois qu'on parle à un moment donné de Halfdan, je suis pas sûre. Enfin voilà, donc quand on en a d'autres, c'est un narrateur omniscient qui parle et qui le dit en il, comme si on était à l'extérieur. Mais quand c'est des chapitres appropriés à Verlaine ou à Céphise, ce sont des personnages qui parlent en jeu. Donc on est dans leur tête à eux. Et cette alternance de points de vue, je trouve, est plutôt intéressante. Je crois que j'aurais même préféré avoir du jeu tout le récit, mais ça me dérange pas. J'ai juste remarqué ça hier et voilà, donc je trouve que c'était intéressant à dire. L'écriture de Georgia Caldera est très dynamique, elle est assez fluide. Il y a quand même 2-3 petites choses moi qui m'ont un peu fait tiquer, des mots de vocabulaire redondants comme les prunelles pour parler des yeux. C'est très spécifique je trouve comme mot et donc il est assez régulièrement utilisé. Maintenant c'est peut-être quelque chose de sa patte à elle. C'est la première fois que je lis un livre de Georgia Caldera, donc je sais pas du tout à quoi m'attendre. Mais voilà, ça fait partie des tics de langage ou des tics d'écriture qui m'ont marqué. Elle parle beaucoup des yeux, ouais, les yeux sont très importants dans l'histoire, dans la manière qu'elle a d'écrire et de parler des personnages. L'univers est vraiment impressionnant je trouve, parce qu'il a un potentiel de ouf.
vraiment, il a un potentiel extraordinaire. Au tout début de l'histoire, on en voit quelques prémices et en fait l'univers se laisse découvrir tout au fil du récit et même encore dans le tome 2 on apprend des trucs et ça j'ai vraiment beaucoup aimé parce que je trouve que l'univers est vraiment captivant. Elle a pensé à plein de choses et je trouve que ça va tellement plus loin que les dieux sont redescendus sur terre finalement pour gouverner les humains et faire tout ce que eux ont envie de faire pour leur bon plaisir. Donc vraiment, il y a vraiment plein de choses, il y a plein de questions qui se posent dans le tome 1 et pour une fois je suis assez contente parce qu'il y a plein de livres young adultes où on n'a pas les réponses, où on a des demi-réponses, où on a des fois oui des réponses qui sont bancales et là j'ai vraiment l'impression qu'elle a pensé tout son récit. J'espère qu'il n'y aura que 3 tomes parce que peut-être qu'il y aura plus que ça, mais je crois qu'il y aura 3 tomes. Mais j'ai envie d'avoir la fin de l'histoire en fait. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo maintenant, parce que j'ai fini le tome 2 et j'ai vraiment envie d'avoir la fin de l'histoire. Mais donc en fait tout l'univers se déroule au fil du récit et c'est pas une autrice qui s'est dit je vais faire mon tome 1 et je vais voir après comment se passe le tome 2. Je crois qu'elle a vraiment imaginé toute sa trame historique et puis après elle a fait des découpages dans l'histoire pour qu'on puisse avoir le point de vue de l'un, le point de vue de l'autre et ainsi de suite quoi. Et l'histoire qui se déroule tout simplement. Et ça je trouve que c'est plutôt bien construit et j'ai beaucoup aimé. Le point un petit peu moins bon je trouve à mes yeux en tout cas c'est la relation entre Cepheus et un des personnages masculins qui va intervenir dans l'histoire. Pour cet élément dont j'ai envie de parler dans cette vidéo, j'ai vraiment beaucoup envie d'en parler et j'en ai déjà parlé sur Instagram. Je vous invite en fait si vous n'avez pas lu le livre et que je vous ai donné envie de le découvrir, ce que j'espère parce que moi de mon côté j'ai terminé le tome 1 samedi en fait vers minuit, donc il était vendredi vers minuit dans la nuit de vendredi à samedi et j'ai fait il me faut le numéro 2 absolument et donc je suis allée vérifier que le tome 2 était bien sorti parce que j'avais vu des choses passer sur le tome 2 mais je savais pas s'il était déjà en cours ou s'il allait sortir bientôt ou quoi. Il était sorti au mois de mars et donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai rallumé mon PC j'ai pris ma carte de crédit, j'ai acheté le tome 2 sur 7 Switch et je l'ai directement branché sur ma Kobo et puis j'ai commencé le tome 2 jusqu'à 2 h du matin puis voilà. Donc c'était pour vous dire à quel point le dynamisme de l'histoire est entraînant et vous avez envie de continuer à lire pour avoir la fin. Maintenant voilà, je vous disais les personnages voilà, je vais en parler maintenant donc si vous voulez arrêter la vidéo maintenant, je vous fais des bisous et on se revoit dans une prochaine vidéo, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui restent, soyez avertis que je vais spoiler. Cepheus entretient une relation avec Verlaine, une relation qui est particulière. Je vais pas dire en quoi c'est particulier, enfin si je vais devoir le dire parce que du coup là je spoil, donc ça veut dire que vous avez lu l'histoire. Voilà, je peux le faire. Verlaine qui donc est un demi-dieu et qui est le fils d'Orion et qui en fait est l'ombre qui a donc tué ses parents. Voilà, donc on va avoir une relation un peu spéciale entre les deux parce qu'ils ont une connexion, ils ont un truc, vraiment ils ont un truc et j'ai trouvé que la manière dont dans le tome 1 et encore un petit peu dans le tome 2, la relation entre les deux personnages est construite sur le modèle de Edward et Bella dans Twilight. Et en fait ça me fait prendre conscience que ça c'est un code du young adulte qui est pas mal utilisé. Donc j'ai réfléchi un petit peu aux livres young adulte que j'avais déjà lus. Il y avait Hunger Games, là j'ai sous les yeux Une braise sous la cendre, j'ai encore lu 2-3 autres trucs, La sélection aussi. Et en fait à chaque fois on reprend les mêmes codes. On reprend les mêmes codes et là je me dis mais c'est tellement Twilight en fait. Et oui, et en fait oui parce que Stephenie Meyer en fait a donné un peu l'impulsion au genre et donc les personnes qui veulent écrire du young adulte finalement se calquent sur ce genre de relation entre les personnages et je trouve que c'est un peu dommage parce qu'on a encore un homme, ici pour le coup c'est un demi-dieu, un peu comme Edward qui était un vampire, donc un être supérieur, un peu exceptionnel, un peu qui sort du lot. Tous les deux, Edward et Verlaine, aucun des deux n'accepte sa condition. Ça veut dire que chacun se dit oh je suis une abomination, je suis dégoûtant, je ne devrais pas exister parce que l'ombre a des pouvoirs qui tuent, il n'y a rien à faire hein. Verlaine a des pouvoirs qui tuent
qui tue les êtres humains quand ils se coupent, bah, y a du sang qui libère un poison et les gens se suicident, donc c'est quand même pas terrible. Bah, Edward, il a tout ce problème d'être un vampire, de pas vouloir faire de mal aux humains et tout ça, il est très torturé par sa situation. Verlaine a aussi un level de torture de lui-même en termes d'esprit torturé, de mélancolie assez... Le niveau est assez élevé, donc on a ces deux là. On a dans les deux cas des personnages qui sont donc à part, des créatures surnaturelles qui ont toujours évolué dans une famille ou dans un environnement. Donc on a la famille d'Edward et de l'autre côté on a la famille de Dieu, enfin, des frères et sœurs de Verlaine qui bon le rejettent, mais ça c'est une autre histoire, mais qui... Ils ne comprennent pas les sentiments des humains. Et donc quand ils vont chacun développer une relation avec une humaine, Bella pour Edward et ses fils pour Verlaine, j'arrive jamais à retenir son nom, c'est ouf. Pour Verlaine, on va quand même avoir droit à des incompréhensions et dire tiens, c'est pas très rationnel comme elle agit là. À chaque fois, le mec, il s'auto-flagelle. À chaque fois il dit oh je comprendrais qu'elle s'en aille parce que franchement je suis horrible, je suis vraiment trop dangereux, c'est vraiment pas possible et tout. Et il le fait, mais il le fait tellement souvent et t'as juste envie de lui foutre des baffes en fait. Et j'avais envie moi que leur relation dépasse ça, dépasse ces codes du young adulte et je trouve que c'est tellement présent dans le tome 1 que bon évidemment moi j'en lis jamais donc ça a dû faire partie du dynamisme de l'histoire parce qu'on a envie de savoir ce qui va devenir d'eux. Moi je lis pas de roman d'amour donc c'était genre ma romance de l'année, hein. Ça c'était pas possible parce que ça prend quand même pas mal de place dans le roman parce que leur relation et la connexion entre Verlaine et ses fils est vraiment particulière et elle a du sens et c'est ça qui est bien, c'est que dans le tome 2 on explique le sens que ça a et je trouve que c'est bien de le faire après et c'est beaucoup plus crédible que dans le tome 1, du coup, ses fils est censé détester Verlaine parce qu'elle comprend que c'est l'ombre, mais du coup, elle va quand même passer plusieurs lignes, des pages peut-être, à décrire le fait qu'il a des mèches qui lui tombent, des mèches folles, sa mèche blanche qui lui retombe sur la joue, ses puissantes mâchoires, ses mains, les mains sur lesquelles elle se focalise, ses prunelles très sombres, enfin, et je trouve que la manière dont elle le décrit, là pour le coup, c'est pas supposé révéler une personne qui le déteste. Qui le déteste parce que c'est pas comme ça, je trouve, que on montre au lecteur qu'elle a du ressentiment vis-à-vis de lui et une haine profonde. La mission de sa vie, ça va être quand même de tuer l'ombre. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même un truc, voilà. Et donc je trouve que quand l'autrice choisit de parler en jeu pour ses fils et qu'elle dit qu'elle fixe certaines parties de son corps, qu'elle se sent bizarre, qu'elle éprouve de la chaleur, des sensations, enfin voilà. On comprend qu'il y a de l'attirance, on comprend qu'elle développe des sentiments, mais enfin voilà, moi je trouve que c'est pas crédible dans la mesure où elle a vu sa famille se faire exécuter devant elle et où pendant tout un temps on n'arrête pas de nous rabâcher le fait qu'elle veut tuer cet homme, qu'elle veut tuer Verlaine et qu'elle va tout faire pour y arriver finalement. Et donc voilà, je trouve que c'est pas crédible. Un autre élément qui m'a beaucoup fait penser aussi à la relation Edward-Bella, c'est d'un côté les caprices de la fille. Donc des fois elle te demande des trucs et tu te dis elle exige des choses. Voilà, elle exige des choses et elle en a rien à battre du danger, hein, clairement, rien à foutre. J'ai un milieu devant moi, j'ai un vampire devant moi, c'est pas grave. Je lui demande de se plier en 4 parce que j'ai envie d'avoir tel truc, d'aller dans le jardin, j'invente. Et de l'autre côté on a cet homme, ce personnage masculin qui veut à tout prix protéger cette petite humaine fragile et qui va tout faire pour pouvoir la protéger à tout prix, quitte à faire des trucs un peu débiles. Voilà, donc là je m'arrête pour la comparaison entre Twilight et les brumes de Cendrelune parce que c'est tout ce que j'avais relevé, tout ce que j'avais à dire là-dessus et voilà. Maintenant à part ça vraiment après la relation donc elle se complexifie, il y a plein de choses qui viennent enrichir cette relation justement et dans le tome 2 on dépasse un peu ces codes mais pas assez à mon goût et j'aurais tellement voulu que
Et j'aurais tellement voulu que ce soit plus tôt, que ce soit différent peut-être dès le départ, qu'il y ait une autre dynamique de couple qui se mette en place finalement. Et là je vois le truc venir pour le tome 3 à 45 km, le triangle amoureux, le truc par excellence qu'on retrouve dans les romans young adultes. J'espère que l'autrice va pas plonger là-dedans. S'il vous plaît, Georgia Caldera, si vous regardez cette vidéo, ne tombez pas dans le triangle amoureux, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ou alors déjouer les pièges, détourner le code, faites un truc avec ça. Et j'ai envie d'avoir la suite. J'ai vraiment envie d'avoir la suite, j'ai envie de savoir comment ça va se terminer. Et j'espère qu'elle va sortir bientôt parce que malgré ce défaut, je trouve, de personnage, de code qui ressort beaucoup. Moi j'ai quand même adoré ce roman, j'ai quand même adoré tout l'univers, la manière qu'ont les personnages de réagir et d'agir entre eux, d'évoluer. Enfin, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, la preuve en est, je l'ai lu en très peu de temps. Donc ça n'arrive pas très souvent, le fait que je sois prise à ce point-là dans un livre. Donc si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande vraiment, vraiment. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si je vais voter pour lui parce que j'ai pas encore fait ma vidéo dessus, mais Mère Morte est vraiment pas mal aussi à ce niveau-là. Donc je sais pas, je vais voir parce que je suis censée normalement uniquement prendre en compte le tome 1 pour le prix du Plib. Et là je vous fais une vidéo sur les 2 tomes. Donc voilà, on va bien voir comment ça va se dérouler. En tout cas, je suis vraiment très contente de l'avoir lu. C'est une histoire qui m'aura lacéré le cœur à la fin, vraiment. Donc j'attends d'avoir la fin de l'histoire pour me prononcer en entier. Mais voilà, je vais m'arrêter ici, ça fait déjà bien trop longtemps que je parle. Je vous fais plein de gros bisous et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Salut!